Ça marche? Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Bonjour tout le monde. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la Forska d'avoir bien voulu m'associer à leur sixième congrès, ainsi qu'au laboratoire Sanofi de m'avoir demandé de vous parler d'un sujet qui est malheureusement d'actualité, le Covid de la santé mentale, un sujet pour lequel je me suis particulièrement intéressé. Vous savez, ces deux concepts, Covid et santé mentale, eh bien, c'est un sujet très vaste. Et bien entendu, je ne vais pas faire le tour de la question. Simplement, je vais essayer de vous dire quelques mots sur ce qui est la santé mentale, que je suppose que vous connaissez déjà. Ensuite, l'impact psychologique et psychiatrique de Covid sur la santé mentale. Et finalement, à mon avis, une chose qui est extrêmement importante, c'est la place de médecins de famille, de médecins généralistes, dans la prise en charge de cette pathologie. Alors, comme vous savez, on a assisté, on vit toujours une pandémie. Alors une pandémie, il est clair qu'il y a des conséquences de point de vue somatique et organique. Mais ce qui est certain également, c'est quelle que soit la pandémie actuelle, la pandémie ancienne, il y a toujours eu une pandémie psychologique qui l'accompagne. Et souvent, on ne se rend pas compte, et c'est une pandémie de la peur, une pandémie psychique qui peut avoir de conséquences importantes. Bien entendu, l'impact psychologique sera un rapport en fonction de plusieurs facteurs, qu'on verra par la suite, mais ce qui est certain, et cette pandémie l'a démontré, c'est que le rôle de médecin généraliste est extrêmement important. Il se trouve, comme vous savez, en première ligne, et c'est à eux que le patient s'adresse en premier lieu. Et nous avons le malheur et la chance d'avoir vécu une pandémie, et je pense que c'est important de réfléchir de comment on a fait face, comment pour l'avenir. Alors, bien entendu, ces deux binômes, santé et Covid, eh bien, ils ne font pas de bon ménage. Vous savez, le Covid, c'est très méchant, et la santé mentale, eh bien, vous connaissez la définition de la santé, pas la santé mentale, la santé par l'OMS, qui dit que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Et souvent, quand on voit cette définition, on dit, mais c'est un vœu pieux. Et je pense que ça doit être un objectif à atteindre. Alors la santé mentale, c'est quoi? C'est pas l'absence de maladie psychiatrique. C'est le fait qu'un sujet puisse avoir un bon psychisme, un bon état émotionnel, un comportement adapté et un environnement. Alors pour cela, il y a plusieurs facteurs. Et il y a ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Ce n'est pas simplement de concepts théoriques, ce sont des réalités cliniques. Alors quels sont les déterminants de la santé? Il y a plusieurs, comme vous voyez dans cette diapo que vous avez devant vous, ainsi qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent le bien-être du sujet. Alors, les déterminants sociaux de la santé sont définis par les experts comme les conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les structures sociales et les systèmes économiques et complexes et interdépendants qui façonnent ces conditions. Et ça, c'est important de le savoir, parce on est des médecins, notre objectif, c'est la santé physique et la santé mentale. On veut arriver à faire de telle sorte que la population ne soit pas seulement bien traitée ou bien prise en charge. Notre objectif principal, c'est qu'elle ne tombe pas malade, qu'elle n'a pas besoin de médecin. Alors, si vous voyez ici les facteurs socio-environnementaux selon le CDC, comme vous savez, le CDC, c'est le Centre de contrôle de maladies d'Atlanta, c'est un centre réputé par son valeur scientifique, il détermine que le facteur environnementaux constituent les 50%, 55% qui va déterminer la santé d'une population. Ça veut dire qu'une société, vous donnez de bonnes conditions sociales et économiques, et ils ont déjà un pourcentage de 55%. Si ensuite cette société arrive à donner une information adéquate à ses citoyens, et ils ont une bonne mode de vie, de bon habitus de vie,
ça va être 75%. Donc, simplement, sans utiliser le médecin, vous avez 75% de possibilités pour améliorer les gens. Si vous ajoutez une bonne prise en charge médicale, ça fait 20%. Qu'est-ce que ça reste comme biologie génétique? 5%. Et même ces 5%, c'est possible de le changer, parce que vous savez que avec le progrès de la génétique, de l'épigénétique, la génétique change. Même s'il y a des familles qui ont une génétique particulière qui va avoir une diathèse à présenter une pathologie, s'ils vivent dans un environnement adéquat, eh bien cette biologie va changer. Alors, pour comprendre un peu l'impact psychologique de Covid, eh bien c'est clair que on voit que forcément il doit avoir un impact psychologique. Alors le Covid, comme vous voyez, ça c'est le donné, je pense, le 16. Aujourd'hui, on est le 19, d'il y a quelques jours. Eh bien, on voit que actuellement, il y a eu au Maroc 1 162 288 cas confirmés, enfin, jusqu'au 16 mars, et environ 16 000 morts. Donc, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose qui a affecté beaucoup l'état de santé de gens. Et bien entendu, du point de vue psychologique, elle constitue une menace. Alors, quelle est la menace qui peut déclencher le plus de peur, d'angoisse? C'est le fait de mourir, de perdre sa vie, enfin d'être anéanti, enfin que cette pulsion de vie ne puisse plus exister. Et bien entendu, ces sentiments, cette pensée va être source de sentiments de désarroi, de malaise, etc., qui peut être beaucoup plus grave. Alors, il n'y a pas simplement la peur de mourir ou la peur d'être contaminé, mais aussi la situation dans laquelle on est obligé de placer la population en cas de pandémie, comme par exemple la distanciation physique, le confinement. Vous savez qu'il y a actuellement une neurobiologie de confinement. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir la neurobiologie avec le confinement? Eh bien, comme je vous montrerai par la suite, quelqu'un qui est confiné, quelqu'un qui est isolé, dans de mauvaises circonstances, il peut perdre 5-10% de sa masse cérébrale parce que ces neurones, ces connexions peuvent s'amoindrir, peuvent mourir. Et ça, c'est seulement à cause de certaines situations de confinement extrême. Donc la cause, le pourquoi. Alors, bien entendu, je ne vais pas rentrer dans la physiopathologie de Covid. Vous savez que le Covid, ce n'est pas simplement un syndrome aigu respiratoire, etc., mais c'est une maladie de systémique, c'est-à-dire qu'elle attaque plusieurs systèmes de plusieurs manières. Le système central, soit par la voie olfactive, soit à travers la barrière hématocéphalique. Mais il y a aussi une hypoxie qui peut, du niveau cérébral, produire une altération. Et ici, donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vous dis stress, BNDF et atrophie corticale cérébrale dans la dépression. Eh bien, vous voyez qu'il y a ce phénomène qui s'appelle l'apoptose, qui est une espèce de harakiri, de suicide neuronal. Vous voyez, quand j'ai commencé mes études de médecine il y a quelques années, eh bien, on pensait que le neurone, une fois qu'il meurt, ne ressuscite pas. Ou qu'on avait un capital, et que ce capital, mais actuellement, on sait que les neurones peuvent mourir, peuvent ressusciter, il y a une neuroplasticité, il y a des choses qu'on ignore, et il y a beaucoup d'autres choses qu'on ignore. Donc, vous savez, même pour le confinement, peut entraîner ça. Le confinement, comment? Par le stress, par la diminution de BNDF, l'atrophie corticale, simplement aussi par le stress, par la mort cellulaire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer les conséquences psychologiques. Alors, l'impact psychologique, est-ce qu'il est le même pour tout le monde? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer l'importance de la menace. L'âge, le genre, le statut civil, la personnalité du sujet. Il y a des sujets enfin, qui sont entiers, enfin, qui sont, qu'on dit, très forts, et il y a d'autres qui sont très sensibles. Il y a la vulnérabilité génétique. Il y a certaines, par exemple, de jeunes de 30 ans enfin, qui rattrapent le Covid, qui meurent, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont une biologie enfin, particulière, de capacité, d'habilité de réaction, l'état de santé physique, les antécédents psychiatriques, les réseaux sociaux, la situation économique, les possibilités ou non d'accès
à des soins et à des prestations sociales. Tous ces facteurs, il faut les analyser un par un et les tenir en compte dans notre clinique, voir mais ces sujets-là, qu'est-ce qu'il a, quelle est, disons, sa vulnérabilité, quelles sont les choses positives, quelles sont les choses négatives. Pour ce qui concerne les conséquences psychologiques, eh bien, on a déterminé qu'il y a deux types de conséquences. Il y a des conséquences psychologiques à court et à moyen terme, et il y a d'autres qui vont apparaître à long terme. Alors, pour ce qui concerne l'impact psychologique, et ça c'est très clair, quel est l'impact psychologique le plus important de Covid? Eh bien, il y a un impact normal, c'est-à-dire, je pense que si on fait une enquête pour ceux que nous sommes ici, et on va dire, est-ce qu'on a eu peur? Est-ce qu'il y a eu un désarroi? Est-ce qu'il y a eu une inquiétude? Je pense qu'il n'y aura personne parmi nous qui dira, bon non, moi quand j'ai appris le Covid, j'étais très content, c'est-à-dire tous, on a eu le sentiment de peur, de crainte, et c'est cette sensation de crainte, de peur, qui a déterminé un comportement adaptif. Et en général, comme on verra par la suite, les Marocains, de manière générale, ils ont réagi de manière positive. C'est-à-dire, cette désarroi, cette crainte, etc., a poussé les gens à suivre les indications, à avoir des gestes barrières, etc. Alors, simplement, vous devrez retenir ces deux symptômes qui sont le plus fréquents de la pratique médicale, pas la pratique psychiatrique, la pratique médicale. Le symptôme le plus fréquent de la pratique médicale quotidienne, c'est l'anxiété et la dépression. Bien entendu, l'anxiété et la dépression ne se présentent pas avec anxiété écrite et dépression écrite. L'anxiété, ça peut être quelqu'un qui rumine, qui a des idées péjoratives, qui pense à de mauvaises choses. Donc c'est toute l'expression versante psychologique, où ça peut être tous les petits symptômes fonctionnels que vous connaissez bien en pratique médicale, de palpitations, de maux de dos, de céphalées, des cécites, des insomnies, etc. Tout cela peut témoigner donc de cette manifestation anxieuse. Et l'autre symptôme important, c'est la dépression. Alors la dépression, comme vous savez, ça peut être un simple sentiment de malaise, sentiment d'irritabilité, sentiment de baisse de l'humeur, envie de rien faire, diminution de capacité de concentration, etc. Et négligence de soi, laisser aller, bien entendu. Ça, c'est les deux symptômes, les deux réactions psychologiques les plus fréquents. Alors, les conséquences psychologiques, toujours à court et à moyen terme, qui sont moins fréquents, eh bien, vous avez des troubles anxieux plus structurés, par exemple comme le phobie, comme des troubles obsessionnels compulsionnels, l'état de stress, dépression plus sévère, déclenchement de conduite addictive. Toutes les statistiques, toutes les enquêtes qui ont été faites, surtout dans certains pays, ils ont montré une augmentation importante de comportements addictifs, qu'ils soient avec substance ou sans substance. De réactions psychotiques. Il y a des gens qui ont présenté des bouffées aiguës, c'est beaucoup plus rare. De troubles de la personnalité. Et aussi pas mal de tentatives de suicide et de suicides réussis, surtout dans les pays occidentaux, surtout chez les jeunes. Parce que le mode de vie en France, en Espagne, c'est pas le même qu'au Maroc, au Niger et qu'en Tunisie. Vous savez, les jeunes en Espagne, en France, à 16 ans, 17 ans, ils sortent, et soudain, ces gens-là, ils sont coupés de leurs habitudes. Ici au Maroc, nous avons des traditions différentes. Donc, il y a certains pays où il y a vraiment eu des épidémies de suicides chez les jeunes. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'impact psychologique à court et à moyen terme. Et il y a donc de troubles qu'on ne connaît pas toujours, parce que l'épidémie n'est pas terminée et les études ne sont pas terminées. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut avoir. On ne sait pas si dans notre cerveau, il y a eu de petites ischémies, de petites perturbations physiologiques. Alors, il y a des études en cours qui vont déterminer un peu de manière plus approfondie l'éthiopathologie, la physiopathologie de tout ces troubles à long terme. Alors, il y a bien entendu des addictions qui s'installent, le suicide à nouveau, le conflit conjugal, même au Maroc, les statistiques qui ont été effectuées par les autorités, ils ont augmenté de manière importante les disputes, le conflit conjugal. Et il y a aussi certains syndromes qu'on commence à voir avec brain fog, c'est-à-dire le cerveau brumeux,
c'est-à-dire sur les gens qui disent oui, depuis quelque temps, je vois pas clair, j'ai des difficultés pour me concentrer, ou le syndrome acute Covid, ou long Covid, post-Covid, qui associe aussi une grande fatigue chronique avec des diminutions de capacités cognitives et associées à d'autres. Alors ça, on verra par la suite, mais si vous voulez, on peut revenir au cours de la discussion. Simplement, à titre d'information, ça, c'est pas les conséquences psychologiques, c'est pas l'impact de Covid sur la population, mais c'est les attitudes psychosociales envers la pandémie. Et ça, c'est curieux de voir comment il y a des gens qui ont réagi par l'acceptation et l'adaptation. C'est la plupart au Maroc, c'est un pays qui s'est comporté comme ça. Mais il y a certaines franges ou certaines tranches de la population qui sont révoltées sur les indications des autorités et qui ont même nié l'existence de Covid et qui sont allés plus loin en disant non, 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 tout ça c'est des histoires de certains laboratoires ou de certaines forces obscures et ne faites pas de vaccin parce qu'ils vous inoculent un ARN marqué et vous allez être marqué, suivi par des GPS et vous allez être contrôlé. Mais ça, c'est une chose qui n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je dis simplement à titre d'information. Alors, les données épidémiologiques, c'est toutes ces données que je viens de vous donner actuellement concernant l'impact, viennent des études épidémiologiques qui ont été faites. Ils étaient limités au début de la pandémie, on n'avait pas d'études, alors il y avait très peu, mais actuellement, il y a de plus en plus, il y a plus de 400 articles concernant l'impact sur la santé mentale sur des études sérieuses, et plus d'une centaine sur l'épidémiologie, et sur le Covid, eh bien, il y a beaucoup plus, on arrive à presque à 3000 sur le Covid. Alors, une des premières études épidémiologiques qui a été faite par le Lancet, revue prestigieuse anglaise que vous connaissez, qui a été faite juste après décembre 2019, c'est-à-dire en janvier 2020, ils ont fait, comme il n'y avait pas d'expérience, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé au cours de 20 ou 30 dernières toutes les études importantes et sérieuses concernant les épidémies, les pandémies. Et ils ont vu quels étaient les impacts et quelles étaient les mesures à faire. Et à ce moment-là, au bout d'un mois, ils ont fait sortir un résumé sur l'impact psychologique et les mesures à prendre. Et ça, c'était très intéressant. Et une première étude qui a été faite en Chine, au bout d'un mois, enfin 2 mois, ils ont fait une enquête auto-questionnaire auprès de la population générale dans 36 provinces concernant 52 730 personnes et quels étaient les résultats de cette première enquête faite pour déterminer l'impact psychologique, c'est que pour 35% de répondants, ils ont trouvé un stress psychologique modéré. Et pour le même répondant, un 5,14% un stress sévère. Et quel est ce stress psychologique? Eh bien, c'est surtout l'anxiété. Donc, vous voyez, anxiété, panique, dépression, insomnie. Et quel est le degré de vulnérabilité? Qu'ils étaient les plus vulnérables parmi cette population. D'abord, les femmes. Vous savez, les femmes, ils subissent le Covid, ils subissent les enfants, ils subissent le travail, ils subissent le mari. Donc, forcément, ils sont le plus vulnérables, les jeunes, les diplômés, les personnes âgées. Les personnes âgées, ils sont confinés naturellement, c'est-à-dire pour un retraité qui va au café, qui va à la maison, qui va au café, qui a une vie pauvre, etc., qu'il soit confiné ou qu'il ne soit pas confiné, ce n'est pas la même chose que pour un adolescent. Et bien entendu, les hommes et les enfants de bas âge, ils sont dans notre monde. Et bien entendu, il y avait aussi cette proportion importante de conflits conjugaux. Donc, vous voyez. Alors ça, c'est une étude, le même Lancet, qui a fait une étude qui est très importante en 2020, de 1er janvier 2020 au janvier 2021, et ils ont analysé toute la littérature. Vous savez, j'ai pas mal des articles, mais vous savez, ça fait académique, ça fait scientifique, ça veut dire, bon, voilà combien des articles. Je vais vous le résumer et vous dire, voilà cette étude. Qu'est-ce qu'ils montrent? Ils ont analysé toutes les études sur l'impact psychologique depuis 1er janvier 2020 à 2021.
ils ont révisé 5683 articles, ils ont retenu 48 les plus sérieuses qui correspondent aux critères scientifiques sérieux. Et ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que l'anxiété est 25% plus que les années précédentes. Ils ont analysé ces études comparatives pour voir la prévalence d'anxiété, par exemple, en 2018, supposons 2015, 2016, 2017, 2018, etc. Ils ont vu qu'avec l'arrivée de Covid, la prévalence, si elle était, par exemple, de 20%, de la dépression, elle est devenue 46%. Donc, il y a 26% de plus de dépression au cours de l'épidémie et 25% de plus d'anxiété par rapport à la prévalence normale. Je vous montre deux articles marocains qui ont été publiés, l'un dans l'Encéphale, la revue française, et l'autre dans le journal, enfin, une équipe de Fès, et l'autre par l'équipe de Razim. Celui qui a été fait au Maroc, il a porté sur le retentissement psychologique chez les médecins, hein, pas la population générale, mais les médecins, auprès de 1267 médecins de tout le Maroc. Et quel est le résultat entre le 15 mai et le 15 juin 2020 dans toutes les régions, et en particulier les hôpitaux publics du Maroc et le centre de santé. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'il y a chez cette population médicale 25% de dépression, 21% d'anxiété et de chiffres de stress post-traumatique de 21 et plus %. Et ce qu'ils ont trouvé, ces données sont beaucoup plus importantes que la moyenne dans d'autres pays européens. Hein, par exemple, le taux de trouble panique, le trouble qui était ici, le trouble de stress post-traumatique, de 21% chez la population médicale marocaine. Par contre, dans les autres pays européens, c'était de 3,8%. Donc, le corps médical, et en particulier le corps de la santé publique, a subi, disons, un impact psychologique important. Et ici, c'est une étude qui était apparue dans l'International Journal of Advanced Research, aussi en 2021. Eh bien, il porte sur comment la population, ou certaines tranches qu'ils ont sondées, comment ils ont réagi au Covid. Quelle a été l'attitude sociale. Et ils ont trouvé les résultats, c'est quoi? Parce que, vous savez, c'était pour voir la réaction vis-à-vis d'un traumatisme, d'un malheur. Alors, comment on peut réagir? On peut réagir de deux manières positives, ou bien en résolvant de manière consciente de problèmes, c'est-à-dire résoudre un problème, résoudre vers comment faire face au traumatisme, ou bien comment faire que notre émotion puisse être positive devant ces problèmes. Donc, il y a une manière émotionnelle de résoudre, enfin, ce sont deux. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que la plupart des réponses dans cette étude étaient l'acceptation de ce que je vous disais, un recadrement positif, c'est-à-dire ils ont répondu au conseil, et la religion, qui était un pilier important pour traverser cette problématique. Alors, pour ce qui concerne la prise en charge, bien entendu, ça dépend à qui cette prise en charge va être destinée. Ce n'est pas la même chose qu'on va faire avec la population générale, que le personnel de santé ou autres intervenants sociaux ont un contact avec le Covid, ou le patient touché par le Covid. En général, ce que nous traitons, c'est la population générale qui va présenter cette... Mais il est important donc de réfléchir à chaque type de population et faire des prises en charge adaptées. Alors, il y a des groupes vulnérables, comme je répétais à plusieurs reprises, les enfants, adolescents, adultes, etc. Il faut tenir des spécificités. Il y a, bien entendu, ils nous ont répété à fur et à mesure des journées à la télévision, le ministère de la Santé, etc. Il y a des mesures d'ordre général, mais qui sont importantes à rappeler. C'est une information adéquate, claire et cohérente. Message de calme et de réassurance. Mesures de protection.
soutien psychologique, social et économique, prévoir la réorganisation et la planification de structures sanitaires pour la prise en charge des situations d'urgence et des catastrophes. Tout ça, ça ne coûte pas de l'argent, c'est simplement une politique d'information et aussi d'aménager et de soutenir, bien sûr, soutenir, oui, que ça demande de l'argent, donc ça sont des mesures d'ordre général. Mais, bien entendu, le médecin de famille, le médecin généraliste, il a un rôle important dans cette pathologie, donc c'est lui auquel on s'adresse en premier lieu. Donc le dépistage est important. Vous savez, un médecin de famille, au bout de quelques années de pratique, il sent émotionnellement, enfin empathiquement, je ne dis pas que c'est un outil de diagnostic qu'il faut retenir, si c'est quelque chose d'organique ou quelque chose de fonctionnel. Bien entendu, quand on est médecin, ce n'est pas de dire « ah oui, au pif, ah oui, ça c'est fonctionnel, ça c'est organique ». Vous savez, en médecine, il faut être objectif, sérieux, mais il ne faut pas ni pécher d'excès, ni pécher de défaut. Hein, il y a par exemple de rares médecins, généralistes ou spécialistes, qui disent « ah oui, mais pour lever les doutes, je vais faire un IRM. Et pour lever les doutes, eh bien, vous pouvez le passer aussi. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait la médecine. Hein, donc, le médecin, il a un rôle important à faire pour le diagnostic, pour procurer des conseils, pour donner une psychothérapie de soutien, pour prescrire quand il faut des médicaments et aussi pour participer dans les actions de prévention. Alors, le rôle du médecin dans la prise en charge, bien entendu, le plus important, c'est de suivre en ambulatoire les états anxieux et dépressifs et d'orienter vers les spécialistes de pathologies plus compliquées et d'avoir le juste milieu, c'est-à-dire de faire le diagnostic d'une anxiété modérée, une anxiété-dépression, de la traiter, voir que ça ne marche pas au lieu de doute, l'orienter. Et bien entendu, quand il s'agit des idées suicidaires, de pathologies lourdes, schizophrénie, psychose, délire, manifestation, confusion mentale, etc., c'est préférable de le référer. Alors, le conseil est important. Vous savez, cette pandémie, cette épidémie nous a montré que les conseils ont été d'une grande utilité. Et ça ne coûte pas beaucoup et ça permet au sujet d'adapter ses habilités pour reprendre sa vie en main et ses capacités d'initiative. Donc, l'informer de la situation, l'informer également de mesures à prendre, insister sur la nécessité de garder la routine quotidienne, bonne hygiène de vie, proposer des activités pour éviter ou atténuer l'ennui, l'usage modéré de moyens audiovisuels, favoriser le contact social, éviter l'isolement social, informer aussi des services, administrations, institutions qui peuvent... Tout ça, c'est important. Moi, enfin, si j'ai vu en pandémie et mon généraliste, je lui téléphone, m'a dit, écoutez, il y a une catastrophe, mais faites ça, ça, ça et ça, voilà le geste barrière, voilà qui a tel, si vous avez un problème, téléphonez, si vous avez de la fièvre, allez à l'hôpital, tout ça, ça rassure. Mais si j'ai personne à me le dire, c'est le désarroi, l'anxiété. Bien sûr, un autre rôle important de médecin de famille, c'est la psychothérapie de soutien. Et le médecin est bien placé avec ses connaissances de malade pour faire passer, dans le cadre de cette relation médecin-malade, que vous connaissez très bien, de messages positifs. Et quand on a confiance avec son médecin de famille, eh bien, on leur raconte non seulement sa pathologie physique, mais aussi ses angoisses. Et la mise en mots de sentiments contribue en grande mesure à atténuer les symptômes psychiques. Donc, ça, c'est important. Bien entendu, il doit aussi prescrire le médicament, surtout pour l'anxiété et pour la dépression. Mais la prescription, toujours avec le grand principe d'Avicenne et d'Hippocrate, primum non nocere, dans un premier temps, ne pas faire du mal. Si vous guérissez le malade, c'est déjà pas mal, mais surtout, ne lui faites pas de mal. Donc, le médicament, pour ne pas dévaloriser le médicament, il faut donner le médicament à bon escient, savoir quand le donner, comment le donner et pendant combien de donner. Et je pense que la plupart des médecins généralistes de famille connaissent, il y a plusieurs congrès, plusieurs formations, etc. Il faut donner le médicament approprié à la personne appropriée. Comme ça, on ne dévalorise pas les médicaments. C'est-à-dire, si on donne un antidépresseur, un anxiolytique, on sait mieux. De manière générale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les antidépresseurs
sont aussi le traitement pour l'anxiété. De préférence, les inhibiteurs de la récapture de sérotonine, comme la paroxétine, la sertralifloxétine et d'autres. Et il faut tenir en compte aussi qu'il y a des interactions médicamenteuses qu'il faut éviter avec le Covid, surtout les interactions entre la chloroquine et d'autres médicaments et certains psychotropes. Et certains psychotropes sont contre-indiqués. On peut revenir par la suite. Alors, conclusion de l'expérience actuelle. Je pense qu'il reste 3 minutes. Oui, je fais 5 minutes, donc j'arrive à la conclusion. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de l'expérience actuelle? Le point négatif, eh bien, pas le Maroc, mais dans tout le pays, il y a eu un débordement, un effondrement des systèmes sanitaires. Le système sanitaire était dépassé. La criante insuffisance des services de réanimation, l'absence de prévision de moyens adéquats pour faire face, l'absence d'un soutien social et économique global et généralisé. Mais il y a eu aussi des points positifs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme positif? L'extraordinaire réactivité des responsables politiques pour pallier aux insuffisances dans les meilleurs délais possibles. Le Maroc a eu, vous savez, quand vous voyez par exemple le taux de vaccination, etc. du Maroc, il est plutôt de pays qui ne sont pas de son standard, la classification des Nations Unies. Le Maroc est entre, il n'est pas un pays pauvre, c'est un pays moyen, mais plutôt enfin, vers le bas que vers le haut. Non? Et si on voit, par exemple, le taux de vaccination, c'est plutôt, il est à côté de pays très développés ou très riches. Et ça, c'était une chose extraordinaire qui a été faite au Maroc, il faut le dire. La disponibilité de moyens de protection de vaccins, l'absence de perturbations dans l'approvisionnement de produits de première nécessité, la logistique a été assurée, et la participation, et là je tiens à insister, de corporations médicales, le Collège national de l'Ordre national des médecins, ainsi que le Collège régional, les sociétés savantes, les associations médicales, dans l'organisation de webinaires et de sensibilisation et des lignes de téléphone vertes de soutien psychologique. Vous savez, au niveau de la société savante psychiatrique, on a organisé avec l'Ordre des médecins de lignes vertes gratuites pour tout le Maroc. Et non seulement pour le Marocain, mais aussi dans certains lieux, on l'a fait pour les étrangers parlant la langue française et la langue espagnole. Et ça a été fait pendant tout le confinement. Et je vais dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites de manière extraordinaire. Alors, conclusion. Eh bien, de conclusion, certainement, vous avez déjà arrivé aux conclusions de tout ce que je dis, mais enfin, je vais quand même lire quelques-uns. Le Covid donc, a bouleversé, a chamboulé la vie des personnes de manière extraordinaire. Elle a provoqué des dégâts importants sur la santé physique et sur la santé mentale. Les conséquences du confinement ont été très diverses et durables. Les besoins psychologiques de la population sont considérables également. Et il est très important de savoir reconnaître la souffrance psychologique, la prendre en charge ou bien l'orienter vers les psychiatres. Savoir que cette situation va durer dans le temps et qu'il y aura d'autres pandémies et que cette pandémie a pris de court tout le monde et que les réactions en général ont été tardives et insuffisantes. Le Maroc a eu la sagesse de prendre des mesures relativement à temps pour éviter de grandes catastrophes. Cependant, cette tragédie doit pousser à la réflexion sur l'élaboration d'un plan international national pour faire face de manière plus appropriée à ce type de catastrophe. Parce que demain, il y aura une catastrophe biologique, une catastrophe nucléaire, une catastrophe virale. Et je pense que, oui, vous avez raison, mais je pense que le bon Dieu nous a donné l'esprit pour réfléchir. Et si vous demandez au bon Dieu, il faut travailler pour vous aider vous-même. Et il faut se préparer à ça. Et je termine avec 3 réflexions. En général, malgré l'impact de Covid, malgré les gens sont forts, ont une capacité d'adaptation très importante et ont les outils nécessaires pour faire face aux problèmes qui posent la vie, ça suffit de les aider un peu. La santé mentale et la santé en général ne dépendent pas seulement des médecins, il faut qu'on travaille pour que les conditions environnementales s'améliorent. Et nous avons un objectif, une équation qu'il faut résoudre et qui pose problème, c'est-à-dire résoudre l'équation suivante, une société qui garantisse les libertés individuelles fondamentales, la créativité, l'innovation, le libre esprit d'entreprendre avec une santé et une éducation généralisée de qualité et avec la sécurité de personnes dans un environnement
optimale et durable. Vous me direz, c'est quelque chose d'utopique. Vous savez, il faut toujours aller vers l'utopie et je suis sûr qu'on peut arriver. La preuve, regardez, vous savez qu'est-ce que c'est, hein? C'est Jama Afna pendant le confinement. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Jama Afna, elle arrive. Et qu'est-ce que vous voyez ici? À qui vous voyez ici? Vous savez, c'est qui? Moi? Hein? Pardon? Voilà. C'est l'ambassadeur de Sa Majesté britannique. Vous savez, il y a quelques mois, il a animé un halqa à Marrakech parce qu'il y avait le festival international de contes populaires. Et lui, il a fait une halqa et il y a une vidéo à YouTube, vous pouvez l'écouter, comment il parle de l'histoire de la Grande-Bretagne et sa relation avec le Maroc. Alors lui, il parle et il y a un monsieur là qui traduit. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai été dans le temps. Parfait. Parfait. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.